suis Emilia Roig, la fondatrice et directrice du Centre pour la justice intersectionnelle, CIJ, basé à Berlin, qui est une organisation qui essaie de changer les discours et de changer le paradigme dans la lutte contre les discriminations en Europe. Les discriminations sont non seulement individuelles, mais aussi structurelles, systémiques et historiques, et qu'elles se croisent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler seulement de discrimination contre les femmes sans comprendre qu'il y a des ramifications avec les autres types de discrimination. J'aime bien dire que l'intersectionnalité, c'est lutter contre les discriminations à l'intérieur des discriminations, au sein même des discriminations, de protéger les minorités au sein même des minorités et de combattre les inégalités au sein même des inégalités. Si on prend l'exemple des femmes, on va protéger les minorités à l'intérieur de la catégorie femmes. On va s'attaquer aux inégalités au sein de la catégorie femmes et on va lutter contre les discriminations au sein de cette catégorie. Alors ça ne veut pas dire que ça devient un microcosme et qu'on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'on essaye de limiter l'invisibilisation et la marginalisation de certains groupes à l'intérieur du groupe femmes. Et ça peut s'appliquer à toutes les catégories sociales. Alors l'intersectionnalité a ses racines non seulement aux États-Unis, mais avec les femmes noires américaines, les féministes noires américaines, et cette origine a souvent tendance à être effacée dans un contexte européen où on n'aime pas beaucoup parler de la race, parce que justement c'est venu du fait que les féministes noires américaines ne se sentaient pas représentées par le mouvement féministe qui était à l'époque plutôt blanc, plutôt de classe moyenne, et aussi plutôt hétérosexuel. Le féminisme reproduit des structures racistes et qu'il est important justement d'avoir la visibilité, enfin de combattre le racisme à l'intérieur du mouvement féministe blanc aux États-Unis. Même si les contextes ont chacun en fait leurs propres caractéristiques et qu'on ne peut pas les répliquer donc un à un, c'est-à-dire en se disant voilà ce qui s'est passé aux États-Unis ou alors appliquer l'intersectionnalité exactement comme elle est appliquée aux États-Unis. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les systèmes d'oppression, ou alors les systèmes d'inégalité, ou alors les systèmes de discrimination, c'est des synonymes que sont le racisme, le patriarcat et le capitalisme en tant que tels, ce sont des systèmes globaux. Même s'ils se matérialisent de manière différente dans des contextes géographiques, politiques, culturels différents, ça reste les mêmes systèmes, les mêmes racines. En Europe, on n'a pas d'histoire de justice raciale à proprement parler. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de personnes qui se sont battues pour la justice raciale, mais c'est juste qu'il y a eu aussi une grande marginalisation de ces voix-là dans un contexte européen. Parce que donc les contextes étaient différents, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça s'est passé sur le sol américain, c'est-à-dire que ce soit le génocide des Amérindiens, que ce soit l'esclavage, que ce soit la ségrégation, ce sont des systèmes qui ont eu lieu vraiment au sein du pays sur le même territoire. Alors qu'en Europe, c'était délocalisé, c'est-à-dire que le colonialisme européen a pu être délocalisé donc dans un ailleurs lointain, et on considère du coup que ce sont des situations différentes, alors qu'en fait très peu. Et l'intersectionnalité a tout aussi sa place en Europe qu'aux États-Unis. C'est que donc les discriminations multiples font partie en fait du concept plus large d'intersectionnalité. Mais on ne peut pas réduire l'intersectionnalité aux discriminations multiples. Donc en fait, voilà, les discriminations multiples font partie de l'intersectionnalité, mais l'inverse n'est pas vrai. Et quand on parle de discrimination multiple, on a tendance à s'attacher aux individus seulement, c'est-à-dire en se disant voilà, il y a une femme qui est non seulement noire, mais aussi musulmane, mais aussi handicapée, etc. Alors qu'en fait, quand on parle de discrimination multiple, il faudrait regarder quelles sont les structures sociétales, quels sont les systèmes qui favorisent les discriminations pour ce type de public ou alors pour ce type d'identité. C'est pour ça que moi je préfère parler d'intersectionnalité dans tous les cas, puisque c'est moins réducteur que de parler de discrimination multiple. Je vais prendre l'exemple des inégalités de salaire entre hommes et femmes. Donc une approche non intersectionnelle, donc une approche qui ne soit pas intersectionnelle, elle va se focaliser sur l'axe genre, homme-femme, et essayer de régler justement ces inégalités. Et dans les faits, il s'agit du coup de libérer la force de travail des femmes en leur permettant de travailler plus longtemps, d'avoir des interruptions de carrière moins longues. Et pour ce faire, on va faire appel à d'autres femmes qui sont plus pauvres, moins qualifiées, de manière générale aussi avec un statut migratoire précaire, qui sont non blanches,
Et donc, on va faire appel à ces femmes pour reprendre ces tâches familiales, donc aller chercher les enfants à l'école, faire le ménage, etc. Donc, ça invisibilise totalement ces femmes, puisqu'on ne va pas regarder les inégalités qui se créent à l'intérieur de cette catégorie. Une approche intersectionnelle, ça nous permettrait de nous rendre compte qu'en faisant ça, on augmente les inégalités entre les femmes et que pour régler ce problème, il s'agit davantage en fait de s'attacher non seulement au patriarcat en tant que système qui fait que justement les hommes ont rejeté ou alors on leur a fait rejeter, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de lancer la pierre à qui que ce soit, c'est un système, donc il n'y a pas forcément des coupables clairs, mais disons qu'on apprend aux hommes ou aux petits garçons depuis qu'ils sont tout petits à rejeter le féminin. On n'implique pas les hommes en fait dans l'éducation des enfants et dans les tâches qui ont trait au foyer. Et si on le faisait, ça permettrait non seulement de régler les inégalités entre les femmes de manière beaucoup plus efficace, parce qu'il y aurait une répartition plus égale des tâches qui relèvent du foyer, mais aussi ça permettrait de faire moins appel aux femmes que j'ai décrites, qui sont du coup, parce qu'on va me dire oui, mais c'est quand même bien qu'elles soient employées, qu'elles aient un emploi, etc. Non, parce que c'est pas seulement de les inclure sur le marché du travail, mais ça les inclut sur un marché du travail qui est invisibilisé, à statut extrêmement précaire, aux conditions de travail déplorables.